Bienvenue pour ce deuxième épisode de Voix de résilience. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'écouter deux personnalités, Suzy Obomsawin et Cécile Lazartique-Chartier de l'Art et la Manière. Nous allons évoquer différentes problématiques, notamment la réconciliation, l'importance du savoir autochtone, de la transmission. Et sans plus tarder, dans le cadre de ce programme de France-Canada, soutenu par l'Office franco-québécois pour la jeunesse, nous laissons la parole à nos deux dialogantes. Merci beaucoup, Benjamin. On propose dans un premier temps de se présenter pour que les auditeurs puissent avoir une vision plus globale de qui on est et de cet échange. Suzy, je te laisse l'honneur de te présenter. Merci, Cécile. Koyemzewe, Ndaleweze Soze Obomsawino. En fait, je m'appelle Suzy Obomsawin. Adonwaskwania Nwege Odanak. Je suis abénakise et j'habite à Odanak. C'est une communauté autochtone qui est située environ à 1h30 de Montréal, sur la rive sud. Et donc, je suis en ce moment la directrice générale adjointe au Conseil des Abénakis d'Odanak. J'œuvre au sein de ma communauté et j'aime beaucoup ce genre d'événements-là où je peux partager en fait mes visions là, sur plusieurs sujets. Merci Suzy. Alors de mon côté, je viens d'Europe. Je suis d'origine française et ça fait 25 ans que j'ai immigré au Québec et je suis consultante en interculturel. J'accompagne les entreprises, les individus ou parfois les projets à une meilleure compréhension des codes culturels implicites et souvent inconscients qui régissent nos interactions entre humains, que ce soit à l'international ou dans le cadre de la diversité. Et par rapport à la diversité, bien entendu, au Québec comme au Canada, comme dans beaucoup de territoires dans le monde, notre méconnaissance en tant qu'occidentaux de la réalité des réalités autochtones est un sujet qui me tient à cœur. On voulait, Suzy et moi, aborder des sujets qui sont extrêmement importants, vitaux, comme la réconciliation, la décolonisation. Ce sont des sujets majeurs par rapport au rapport entre les Premières Nations et les Inuits et le reste de la population, que ce soit des immigrants de quelques siècles ou des immigrants plus récents au Québec, par exemple. Suzy, qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport à ça ou de quoi aimerais-tu témoigner de cette, peut-être sur la réconciliation qui est une thématique qui nous touche beaucoup? Oui, en fait, ça me fait plaisir de parler de réconciliation. C'est un sujet qui, dans ma jeunesse, c'est pas quelque chose qu'on entendait parler. Là. Pas que je ne suis nécessairement très vieille, mais ça reste que c'est quand même assez récent dans notre histoire commune où on a abordé la thématique de la réconciliation. Euh, pour nous, la réconciliation, ça reste quand même, quand on analyse un peu ce que ça veut dire, une réconciliation, c'est plus ou moins comment on nommerait les choses. Parce que, dans le fond, quand on pense à une réconciliation, c'est qu'il y a d'abord eu une conciliation à un moment ou à un autre. Et depuis la colonisation, c'est pas nécessairement la perspective que nous avons en tant que peuple autochtone, que nos manières de faire, nos visions du monde, que nos perspectives d'avenir ont nécessairement été incluses à un moment ou à un autre. Donc, c'est quand même pour nous un thème assez en fait, la définition qu'on apporte à la réconciliation est vue un peu différente de chacune des parties. On est tout à fait pour la vertu de se rapprocher, de pouvoir mieux se comprendre, d'avoir une vision commune de l'avenir, mais c'est sûr que le thème en tant que tel, le mot utilisé n'est pas, serait plus probablement partage, cohésion, coexistence. Donc, ça serait plus à ce niveau-là qu'on le verrait de notre côté. Mais ça reste qu'on ne veut pas rester accroché sur un mot plus qu'un autre. Donc, on a quand même continué là, à voguer, dans le fond, dans cette direction-là, avec beaucoup les différents paliers gouvernementaux nécessairement, mais avec aussi plein d'autres acteurs dans la société. Puis je pense que c'est surtout là qu'on doit se rappeler de l'impact réel de la réconciliation, c'est qu'elle a entraîné avec elle
un désir de la société civile de vouloir mieux connaître les peuples autochtones, de vouloir se rapprocher de nous, de vouloir que leurs enfants, par exemple, aient accès à des savoirs sur les peuples autochtones dans les écoles. Donc, il y a vraiment toute cette vague-là aussi qui est à prendre en considération quand on parle de la dite réconciliation là, entre nous. Il y a cet aspect moi, en tant qu'Européenne qui est arrivée il y a un quart de siècle, quand je suis arrivée, je dois avouer mon inculture crasse par rapport aux réalités autochtones. Et c'est vrai que dans les premiers contacts, j'étais complètement innocente dans le sens positif du terme, mais aussi très négatif. C'est-à-dire que j'avais aucune référence. J'avais un grand désir en tant qu'humaine de m'ouvrir à ça, de comprendre mieux, mais j'avais aucune référence. Et j'avais des références historiques qui étaient très colonisées. Donc, avec une culture, en tant qu'Européenne, en arrivant à une culture générale de l'Amérique du Nord très limitée et en plus très colonisée. Et donc, le défi que j'ai vécu en tant que femme immigrante et consultante en interculturel, c'est et tu l'as abordé tout à l'heure et je trouve que c'est extrêmement important d'utiliser les bons mots. Alors oui, il faut aller au-delà parfois de l'utilisation de certains mots, mais c'est quand même extrêmement important. C'est important parce que les glissements de terrain sémantiques font que des fois, on utilise des mots à mauvais escient qui ont des références qui ne sont pas du tout ce dont on veut parler. Justement, le colonialisme dans l'emploi des mots est extrêmement important et aussi parce que tout ce qui est dans la symbolique est primordial. Et nous, en tant qu'immigrants récents, arrivant avec notre bonne volonté, mais aussi notre méconnaissance de cette réalité-là, et ça fait que on peut manquer de respect sans le vouloir, on peut passer à côté de réalité et en même temps, il faut commencer de là où on est. Donc, même si on ne connaît rien à rien, il faut avancer. Et moi, j'ai ma première... Mais pour ça, si je peux juste me permettre une intervention, en fait, je pense qu'il ne faut pas, pour les personnes qui justement arrivent au Canada en n'ayant pas ce bagage-là, il ne faut pas que ça devienne un poids, en fait, dans le dialogue parce que si on compare le niveau de connaissance de bien des Québécois, des Québécoises et même des Canadiens et des Canadiennes, c'est relativement similaire. Donc, la connaissance sur les peuples autochtones au Canada est encore très peu diffusée, très peu connue. Quand on parle, par exemple, à plusieurs intervenants, même des différents paliers gouvernementaux, vous voulez proposer des solutions pour une réconciliation avec nous, mais est-ce que vous êtes en mesure de nommer les 11 nations autochtones au Québec? La plupart d'entre eux ont besoin d'avoir une fiche de référence car ils ne les connaissent pas. Ils n'ont aucune idée de l'ensemble des peuples qui composent la province. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on dit, entre autres, que le mot accroche. C'est parce qu'on ne se connaît pas suffisamment. Donc, si on se connaissait davantage, on pourrait parler d'une réconciliation qui ferait beaucoup plus de sens, qui aurait plus de portée. Parce que c'est difficile de parler de réconciliation, par exemple, avec le territoire, si ma réalité n'est pas connue du tout. Donc, si avant de me rencontrer, les gens ne savaient pas que la nation Abénaquise existe, il y a 2 communautés, que notre territoire a été scindé en 2 par la frontière canado-américaine. Donc, c'est des réalités comme ça qu'on doit connaître avant de s'engager sur un dialogue qui va être beaucoup plus approfondi. Donc, c'est vraiment pas... Moi, je ne le vois vraiment pas comme une limite que les gens qui arrivent au Canada ne connaissent pas bien les peuples autochtones parce que c'est quelque chose qui, malheureusement, est répandu à l'échelle du pays, même par ceux que ça fait des générations qui habitent ici ou qui sont nés ici. Ça peut paraître intimidant. Donc, en fait, par exemple, en tant que quand j'interviens dans les entreprises pour la diversité qui inclut, bien entendu, la diversité des Premières Nations et des Inuits, quand je donne des pistes d'exploration, même si on part de zéro, je dis toujours aux gens,
quand vous allez en vacances, explorer ou en fin de semaine, explorer des musées comme le musée McCall à Montréal, des territoires. Les Premières Nations sont vraiment en mouvement pour tout ce qui est tourisme autochtone. Donc, c'est une façon ludique, ouverte, chaleureuse et puis simple d'accès d'aller dans un musée, dans une exposition et, et aussi les livres. Et de commencer, moi je donne toujours des références de maisons d'édition qui s'ouvrent, de restaurants. J'ai essayé de prendre une culture qui peut être impressionnante parce que justement on ne connaît pas toutes les possibilités d'approche sur l'histoire, sur les livres, sur la musique, sur le théâtre, sur les arts, toute forme d'art, que ce soit contemporaine ou que ce soit plus ancestrale. D'arriver dans le territoire, que ce soit sur la côte nord ou sur ton territoire, Suzy, d'arriver et de dire, oh, ben, il y a un musée, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est? Ben, je ne connaissais pas. Et j'étais sur la côte nord cet été et j'ai trouvé tellement intéressant d'aller dans des musées qui sont peut-être modestes, mais qui me donnent un accès à une réalité, des réalités qui m'échappent complètement. Et la culture, ça se construit comme ça. La relation se construit comme ça. On a une référence, on sait dire, ah ben c'est avant, après, c'est tel territoire. Et ça permet de se sentir un peu moins ignorant et d'oser un peu plus aller justement vers des gens qui sont ouverts aussi. Et parfois, cette rencontre peut être, je pense, aussi intimidante. On ne sait pas trop comment oser. Mais le premier pas, parfois, nous coûte, en tout cas en tant que nouveaux immigrants, parce qu'on ne sait pas trop. Et puis après, on bâtit et on construit des amitiés, on a des références culturelles, linguistiques, historiques, et on commence à retravailler notre vision justement de la colonisation, qui est et de questionner comment ça se fait, est-ce que c'est vrai, comment ça se fait que c'est enchâssé dans tel aspect légal. Ah mais oui, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Et donc cet esprit critique positif de pas nier le passé qui est extrêmement douloureux, mais bien de dire ok, le passé c'est ce qui s'est réellement passé et à partir de là on fait quoi maintenant, ici, maintenant et ensemble. C'est vraiment en tout cas pour moi, c'est d'inclure ces réalités, parce que clairement, les Premières Nations et les Inuits, ce sont des mondes en soi. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à la décolonisation, des pistes pour aller plus loin que tu nous suggérerais? Il y en a vraiment plein parce qu'en soi, il y a énormément de travail à faire à cet égard-là. On s'entend que les pratiques décoloniales, c'est beaucoup dans les 5-10 ans maximum derrière nous, là, que c'est vraiment quelque chose qui est davantage discuté. Moi, je me rappelle personnellement quand j'étais à l'école primaire, quand j'avais dans le fond 7, 8, 9 ans, que j'apprenais sur l'histoire du Canada, la ligne du temps débutait avec l'arrivée des colons. Donc, moi, je savais pertinemment qu'on m'a toujours dit dans ma communauté qu'on était là depuis des millénaires. Donc, déjà, la ligne du temps était problématique. Des gestes réparateurs, décoloniales, c'est entre autres de reconnaître que l'histoire a débuté avant la colonisation, que les territoires étaient occupés avant la colonisation. Et déjà, ça nous inscrit dans cette ligne du temps-là. Nous sommes un acteur important du développement de la région, du pays. Et dans le fond, on ne nous oublie pas parce que c'est pas juste de nous mettre au début, mais il faut aussi continuer à nous inclure tout au long, justement, de cette histoire commune-là où il y a eu des moments marquants que nous avons eus en commun.
Donc, ça, c'est une autre chose. Également, de reconnaître que nous sommes encore existants aujourd'hui, parce que ça, c'est une des pratiques décoloniales principales, en fait, c'est d'arrêter de parler des peuples autochtones juste à un certain moment fixe dans l'histoire, mais de vraiment voir que ça continue d'avancer dans le temps et que nous sommes encore là et que nous avons des visées pour le futur. Donc, on n'a pas l'intention de disparaître dans un horizon proche, là. Donc, ça, c'est vraiment important aussi que nous sommes là pour rester. Il y a eu plein de tentatives par le passé de faire en sorte que nous ne puissions plus exister. On n'est plus là, là. On est vraiment dans un horizon où on va devoir coexister. C'est ce qu'on dit souvent, là, qu'on va devoir vivre ensemble. Donc, ça, c'est vraiment ces gestes-là, de les inscrire, pas juste dans les manuels d'histoire, mais dans plusieurs autres dimensions de notre société, que nous étions là, nous avons été là et nous serons là. Donc, ça, c'est vraiment la pratique. Dans le fond, si je peux résumer l'approche de décolonisation, c'est grosso modo, c'est ça, c'est aussi de revoir beaucoup des concepts qu'on assume comme étant corrects, mais de les revoir également. Donc, notamment tout l'aspect territorial, mais c'est sûr que de reconnaître que le territoire, de notre côté à nous, la perspective que nous avons sur le territoire, c'est qu'il ne nous appartient pas. Nous avons la responsabilité d'en prendre soin pour que les prochaines générations puissent en bénéficier. Ça, c'est aussi une approche qui fait du sens, qui résonne en fait beaucoup pour les personnes qui sont probablement plus environnementalistes ou écologistes, donc ça les confronte moins, mais ce genre de vision-là aussi, ça a sa place dans comment le territoire va se développer dans le futur. Donc, la province ou le pays inscrit cette vision-là dans sa perspective au niveau territorial. Donc, c'est vraiment des choses comme ça qui, dans le fond, fait en sorte qu'on parle beaucoup d'inclusion des savoirs autochtones, mais ces savoirs-là s'inscrivent notamment dans comment on veut vivre dans la société, comment on veut avancer. Puis, souvent, ça a ses points de référence avec le territoire, avec des ressources, avec plusieurs dimensions, dans le fond, qu'on se questionne actuellement, en fait, sur comment on veut régler certaines problématiques. Alors moi, je trouve ça renversant positivement parce qu'en fait, on est dans la… Oui, c'est nécessaire de regarder le passé et de prendre en compte ce passé-là, mais en même temps, d'une façon concomitante, on est dans une actualité brûlante. Tu faisais référence à notre rapport à l'écologie, au territoire. C'est tout à fait ça. Et c'est ce que je trouve d'autant plus puissant. C'est au-delà des théories, en tant qu'humain, on a besoin de cette passation de savoir, de cette vision, je dirais, globale. Non pas globale dans le sens marchand du terme, de la globalisation où on vend partout tout de la même couleur, mais bien de l'écologie, en fait, au sens premier du terme, c'est que l'équilibre de l'ensemble. Et c'est pour ça que je trouve ça très, très contemporain, actuel, que ce soit au niveau culturel ou au niveau purement, à plein de niveaux, au niveau de la culture, de la tradition, mais aussi de la médecine, du corps, de l'écologie. Donc, on aura et nous avons tous à gagner à cette décolonisation et à cette vision plus globale et plus, j'allais dire, généreuse, plus juste en fait, plus authentique de cette cohabitation. Donc, merci beaucoup parce que c'est très touchant comme en tant que blanche, européenne, immigrée, de ressentir qu'en fait, oui, on a des passés qui sont différents, parce que moi, mes ancêtres n'étaient pas là il y a 300 ans au niveau de la colonisation. Mes ancêtres ont fait aussi bien des dégâts ailleurs dans le monde, hélas. Mais on n'était pas là. Mais aujourd'hui, toi, moi et
tout le monde ici, aujourd'hui, on est ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je trouve ça très enthousiasmant, positif, énormément de défis, mais en même temps, énormément de possibles à tisser ensemble, en fait. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant qu'on clôt cet aspect-là? Mais je pense en fait c'est vraiment important de connaître le chemin qui a été parcouru, mais il faut aussi se tourner vers l'avenir parce que mon intention personnelle à moi, c'est que mon fils ne revive pas la même chose que moi j'ai vécu. Donc, on doit apprendre pour pouvoir mieux cheminer ensemble. Puis je pense que beaucoup d'acteurs des peuples autochtones en ce moment, c'est comme ça qu'ils pensent aussi. Ça ne vaut pas la peine de remuer toujours la même chose. On veut aller vers l'avant, puis on veut faire mieux, puis on veut être davantage perçu pour qui nous sommes, vraiment estimé pour qui nous sommes avec les connaissances que nous sommes porteurs. Mais nous sommes là pour les partager pour le bénéfice de tous. Donc, c'est le message sur lequel je voulais conclure. Merci, merci beaucoup. C'est un plaisir d'échanger. Allez, on est. Merci. Merci à nos deux dialogantes et on a bien compris à travers votre échange que les Premières Nations demeurent une force persistante, positive, vive pour l'avenir de ce grand territoire partagé dont vous avez bien rappelé que nous n'en étions nullement propriétaires, mais au contraire ceux qui devons en prendre soin pour les générations futures et aussi pour tous les êtres vivants qui le composent au-delà des êtres humains. Donc vous avez su effectivement mettre les bons mots et proposer différentes approches pour cette rencontre des cultures. Cécile, notamment, vous avez évoqué les lieux et nous aimerions, disons, vous suggérer de visiter la maison amérindienne à Mont-Saint-Hilaire, qui est un lieu emblématique et qui est international au sens de plusieurs nations justement autochtones et qui sont, disons, partenaires de notre initiative Voix de résilience. Alors, vous écoutiez Cécile Lazartique-Chartier et Suzy Obomsawin dans Voix de résilience. À bientôt pour un prochain épisode. Merci.